Bienvenue dans ce magazine, 26 minutes pour faire le tour de l'Île-de-France et y découvrir sa richesse culturelle. De nouveaux artistes, des talents cachés, des lieux insolites, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous irons à la découverte des grandes écuries du château de Versailles, où se préparent les chorégraphies de l'Académie du spectacle équestre Bartabas. Nous pousserons les portes de ce lieu méconnu, accompagnés d'un écuyer. Nous rencontrerons les Prophénomènes, un groupe respecté de la scène hip-hop, finaliste de l'émission Incroyable Talent sur M6. Ils dansent, innovent, encouragent et initient les plus jeunes avec une grande conviction. Gros plan dans ce magazine sur les œuvres de la donation Osiris. Mais qui est donc ce monsieur Osiris? C'est ce que nous découvrirons au château de la Malmaison. Nous allons vous emmener dans une partie du château de Versailles un peu moins connue du public, les grandes écuries. Elles abritent l'Académie du spectacle équestre Bartabas. Des hommes et des femmes passionnés d'équitation, mais aussi d'escrime, s'entraînent tous les jours pour vous proposer de belles chorégraphies. Le spectacle La Voix de l'écuyer se joue tous les week-ends. Une occasion pour nous de rencontrer Emmanuel Dardenne, écuyer depuis presque 10 ans. Un sujet de Johanna Soudry de TV Fil 78. Ne vous fiez pas aux apparences. Emmanuel Dardenne, qui s'entraîne à l'escrime, est en fait écuyer. L'escrime fait partie de sa formation à l'Académie du spectacle équestre de Bartabas, un lieu prestigieux qu'il a intégré dès son ouverture en 2003. Un jour, j'ai entendu parler que Bartabas créait une académie à Versailles qui recrutait que des filles. Donc j'ai quand même tenté ma chance. J'ai été sélectionné pour aller à Aubervilliers pour passer les auditions et puis ça s'est bien passé. On peut dire d'Emmanuel qu'il est né dans l'équitation, une passion héritée de son père. Je sortais de la maison, je faisais 5 mètres, j'avais les écuries, donc à 3 ans il m'a mis à cheval et j'ai grandi à cheval. J'ai jamais connu de poney, toujours des grands chevaux. À 11 ans j'ai fait mon premier spectacle, ma première représentation en public avec mon papa. Emmanuel a effectué son service militaire à la garde républicaine de Paris et a continué d'enchaîner les spectacles avant de rejoindre les grandes écuries de Versailles aux côtés de Bartabas. Emmanuel est aujourd'hui écuyer titulaire. Il côtoie des écuyers confirmés qui participent au spectacle de Bartabas depuis quelques années. Il forme aussi des cavaliers en stage qui intégreront le spectacle équestre après 1 ou 2 ans d'apprentissage. On est 3 à être là depuis le début. Et en plus, nous, on a avec Laure Guillaume, on est coordinateur artistique et pédagogique. C'est-à-dire on s'occupe du spectacle, on voit quand ça ne va pas, le transfert de chevaux, quand le cheval est malade, en prendre un autre. Une journée type commence vers 7 h. Chaque écuyer dispose d'environ 4 chevaux. Ils sont une dizaine en tout à se répartir 44 bêtes. Balade dans le parc du château, détente à la longe, répétition de chorégraphie ou exercice de dressage. Chacun organise son travail avec ses chevaux sur la semaine, à savoir qu'il y a 6 jours. Vu qu'on a un jour de repos, il y a 6 jours, donc 2 jours de spectacle, samedi, dimanche. Donc il nous reste 4 jours pour travailler le cheval en dehors des spectacles. Et en plus de ça, il faut suivre les cours à l'académie. On a des cours de Kyudo, c'est du tir à l'arc japonais, avec un arc dissymétrique. Ajoutez à cela les cours de chant, d'escrime artistique, de pilates et de danse. Ne l'oublions pas, il s'agit d'une académie de spectacle équestre. L'enseignement dispensé est gratuit et chaque écuyer touche un salaire. Les écuyers, par exemple, à Vienne, en Autriche, ils gagnent, je crois, 8 000 € par mois. Nous, on en est bien loin. Je dirais qu'un écuyer en France gagne entre, je dirais, 2 000 € et au mieux 4 000 €. Le gain ne constitue aucune motivation. Être écuyer, c'est avant tout comprendre et communiquer avec son cheval, mais c'est aussi mettre sa passion au service de l'art et du spectacle. On retrouve des chorégraphies à 2 chevaux, à 3, un carrousel à 8 chevaux, chorégraphie d'escrime avec 6 chevaux argentins. Sans oublier les solos au trot, au galop et les combats d'escrime, la création de Bartabas intitulée La Voix de l'écuyer est à découvrir tous les samedis et dimanches aux grandes écuries de Versailles.
Nous avons rendez-vous maintenant avec la compagnie Microsystème en résidence au théâtre de Chelles. Le metteur en scène et comédien Victor Gauthier-Martin s'intéresse au thème de la transformation du vivant. Il choisit les armes de l'humour, de l'absurde et de l'ironie avec Roundup, sa nouvelle pièce. Il y évoque les questions posées aujourd'hui par l'industrie agroalimentaire. Allons voir cette pièce expérimentale avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Le sujet est bien connu, l'agriculture occidentale et ses dérives, la forme l'est aussi. Une émission théâtrale, autrement dit une sorte de débat comme à la télé. Victor Gauthier-Martin propose aux spectateurs de parler d'un univers très cynique et de ses méthodes, produits chimiques nocifs et autres semences génétiquement modifiées. Roundup, c'est le nom du spectacle, c'est aussi celui d'un herbicide, produit par la fameuse multinationale américaine Monsanto. Le Monde, selon Monsanto, un documentaire sorti en 2008 avait déjà dénoncé les pratiques de ce groupe. Le metteur en scène en a visiblement vu beaucoup des documentaires, il en montre d'ailleurs des extraits sur scène et il a aussi lu pas mal de bouquins. De quoi se faire sa petite idée sur la question, largement dominée par l'appât du gain. Aujourd'hui, on a des entreprises qui s'approprient des formules chimiques, des formules génétiques et qui créent un monopole légal mais artificiel dans lequel tout le monde est perdant, sauf celui qui détient ce monopole, qui oblige les agriculteurs chaque année à repayer pour des nouvelles semences. Si le travail des chercheurs, il appartient à tout le monde. Mais les chercheurs, ils vont plus chercher. Mais moi, je suis PDG. Mon job, c'est de faire rentrer un maximum d'argent, et c'est pour ça que je suis si bien payé. Alors, on va pas se laisser emmerder par des lesbiennes scandinaves qui distribuent des graines. C'est assez fascinant finalement quand on voit ce que les scientifiques, les commerciaux arrivent à construire comme mode de fonctionnement, quoi. C'est-à-dire sur comment on organise, comment on nourrit l'humanité. Ok, on a toute cette science à portée de main et tout. Est-ce qu'on est obligé de se dire, on prend 100 mètres carrés, on met 100 cochons dedans. Pourquoi on est obligé de faire ça? Alors on le sait, c'est pour avoir un maximum de rendement, mais enfin il y a des trucs qui sont complètement fous. Oui, bonsoir Chantal. Alors le problème est simple. On a d'immenses quantités de lisier. Pour un élevage porcin moyen, ça donne 9 tonnes de déjection par an. Par jour. Pour créer ce spectacle, l'équipe a multiplié les improvisations collectives à partir de faits avérés, histoire que la réalité colle mieux à la peau de la fiction, interprétée par 3 comédiens qui incarnent tous plusieurs personnages issus de milieux différents. Donc de la sphère politico-médiatique, on va dire, qui est un peu le démarrage du spectacle, comme ça, sur un journal télévisé, sur ceux qui décident et ceux qui pensent, disons. Et puis ensuite ça se décline, on passe par le monde du travail, ceux qui conçoivent les grandes machines de mort que sont l'élevage industriel ou voilà, les agriculteurs, et puis ça se termine par le bout de la chaîne alimentaire, par le consommateur. Maya, t'as été allaitée toi ? Un consommateur qui a bien du mal à échapper aux dérives ambiantes et à ne pas trop culpabiliser malgré tout face à cette agriculture occidentale fort peu humaniste. Les indications que le metteur en scène a données aux compositeurs chargés de créer la musique du spectacle vont dans ce sens. Il m'a parlé de Monsanto, d'une machine de guerre, de termes plus évocateurs que juste l'agriculture occidentale. Et de la transformation du vivant. Cellulite du poulet. Vous avez enflé tellement vite que votre squelette a du mal à suivre. Si vous étiez un enfant humain de 8 ans, par exemple, vous pèseriez 80 kilos. 90. Roundup nous parle donc d'un problème de société, le dénonce et puis après, eh bien, comme d'habitude au théâtre, le public en fera ce qu'il voudra. Autour d'un verre, il sera en tout cas possible de prolonger la discussion avec les acteurs et d'imaginer ensemble un monde un peu plus rose. On tournait le dos comme ça, on recevait tous les produits dans le dos, ça faisait frais parce qu'il faisait très chaud, les relevages il fait très chaud, ça nous faisait du bien et puis hop, on partait. C'est dingue, hein. Danse maintenant avec les Prophénomènes, un groupe respecté sur la scène du hip-hop. Originaires de Cergy-Pontoise, ces danseurs urbains ont été en finale de l'émission Incroyable Talent sur M6. Ils ont forgé un nouveau style de danse qui n'a pas encore été classé, mais qui fait référence.
Des jeunes s'engouffrent dans leur sillage. Ils leur offrent une occasion unique de se produire grâce à un festival qu'ils ont créé eux-mêmes, le Cergy Original Flore. Le festival s'est déroulé ce week-end. Manon Beauvillain de VOTV y était. C'est un groupe respecté dans le monde du hip-hop. Depuis 3 ans, le groupe Prophénomène, des danseurs de Cergy-Pontoise, accumule les succès. Tournée mondiale et collaboration avec de grands noms, Maria Carey, Tom Jones ou encore Kamel Wally, 9 danseurs réunis en association. Une nécessité pour continuer d'avancer. Pour passer au cap supérieur, il fallait qu'on se structure. Donc la structuration de la compagnie de danse passe par cette association ou ensuite le stade de compagnie professionnelle. Donc c'est dans une étape, je pense que l'association est la première grosse étape. Après le groupe, après le noyau dur, il fallait une structuration donc, qui est l'association. Prophénomène organise aussi le Cergy Original Flore, un événement annuel où se produisent à l'ESSEC les meilleurs professionnels internationaux de danse urbaine. Hip-hop, breakdance, debout ou au sol, un spectacle unique qui rassemble chaque année plus de 1200 spectateurs. Avec un objectif revendiqué, promouvoir et transmettre le plaisir de la danse. La danse est un vecteur aussi de plusieurs énergies, de plusieurs qualités aussi de personnes. On rencontre toutes les origines, sachant qu'aujourd'hui on vit dans une société cosmopolite. La danse est un outil de communication incroyable. Il sert de thérapie, il sert notamment d'insertion. Deux par deux, les danseurs s'affrontent en battle, un pur show à l'américaine. Entre chaque passage, des invités particuliers peuvent faire leur numéro. Les Prophénomènes, ce sont aussi 2 grands frères pour les jeunes danseurs de Cergy, à l'image des DBZ ou encore des Sister Sisters. Ils trouvent ici, au Cergy Original Flore, leur vraie première scène professionnelle. Céline Wright est éco-designer. Elle crée des luminaires en préservant l'environnement. Son atelier est installé sur Montreuil. Elle a grandi au Japon et du pays du soleil levant, elle a gardé un goût pour les lignes pures et le papier japonais. Elle compose ses œuvres avec des centaines de bandelettes de papier collées une à une. Des heures de travail pour des pièces uniques. Nathalie Tissot de TVM Est Parisien nous emmène dans son atelier. Je fais des luminaires en papier japonais depuis 17 ans. Tant que je pourrais continuer, je m'ennuierais pas, quoi. Avoir une idée, c'est sympa, mais après, c'est du design, quoi. Le plus compliqué, c'est de savoir comment ça va être fait et garder l'esprit de départ. Hein. C'est-à-dire qu'on oublie la technique, quoi, en quelque sorte. Qu'on la travaille suffisamment pour l'oublier. Un peu haut là. Bon, pas grave. Donc, les lampes, elles sont faites en papier japonais moulé sur des formes. Moi j'ai vécu enfant au Japon, donc peut-être l'inspiration ou la matière m'est venue de là, mais en tout cas c'était pas conscient. Voilà, elle va s'éclairer un peu plus. Ce que j'aime dans le papier, c'est que c'est végétal d'abord, hein. Donc il y a vraiment un rapport direct avec la nature. Enfin, c'est comme le bois, c'est comme et puis bon, c'est de la fibre, quoi. Ça se travaille, c'est léger, c'est très léger par rapport à d'autres luminaires que j'ai pu faire en verre, en métal. Ça permet de faire des choses qui s'accrochent délicatement, tout ça. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Il y a 7 personnes avec moi, il y a 4 personnes à la fabrication, il y a 2 personnes au commercial, il y a un chef d'atelier et une responsable commerciale surtout qui font qu'on est vraiment 3 piliers maintenant qui permettent à la boîte d'avancer comme il faut. Je
Je travaille beaucoup avec les architectes parce que comme on fait tout sur mesure, c'est l'avantage d'avoir tout à portée de main, c'est artisanal, donc rien n'est compliqué, quoi. Quand il y a des machines, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, hein. On a travaillé pour les boutiques Rossetti, pour Nature et Découverte, pour Ligne Rosée. C'est lourd d'avoir une boîte comme ça, mais il y a énormément de travail. Mais par contre, moi, ce qui me plaît, c'est la liberté, quoi. Direction la scène rock emblématique de l'Essonne, au Plan à Ris-Orangis. Un magicien de la musique folk y répète en ce moment, Hugh Coltman. L'artiste anglais à la voix de velours nous fait le plaisir de nous parler de son nouvel album intitulé Zero Killed. Il est au micro de Giuseppe Baggio de Télé Essonne et regardez bien les images d'un de ses clips, vous y reconnaîtrez notre comédien national Pierre Richard. Zero Killed, ça veut dire quoi exactement? Zero Killed, en fait, ça veut dire, dans une traduction un peu directe, qu'il n'y a pas mort d'homme, si on traduit directement en français. En fait, c'est une des origines de cette phrase « OK » qu'on a en Angleterre, « Everything's OK ». Et en fait, ça vient du Première Guerre mondiale, quand il y avait les hôpitaux, qui étaient des hôpitaux de champs. Devant la tente, il y avait une pancarte, un tableau noir où c'était écrit combien de personnes étaient blessées, combien de personnes étaient tuées. Et si personne a été tuée pendant la guerre, c'était marqué 0 cas, 0 killed, nobody dead, pas mort d'homme. Et en fait, le lien que ça a avec l'album, c'est que il y a beaucoup de petites histoires, de vignettes de la vie, de drames de la quotidien, quoi. Et moi, c'est vrai que quand j'arrive à trouver une mélodie que j'aime bien, je commence à penser qu'est-ce que je pourrais écrire dessus, quoi. Donc je bidouille, je trouve les phrases, etc., etc. Et une phrase débloque une idée. Et assez souvent, c'est les idées par rapport aux histoires que j'ai entendues, ou une phrase que quelqu'un m'avait dit, ou voilà. Et en fait, tout l'album est une synthèse des chansons, des histoires de la vie assez quotidienne, quoi. Parmi vos chansons, il y a une très belle chanson qui s'appelle The End of the World. La chanson parle de quoi en fait? Ça parle d'une une soirée où je suis allé avec un ami et à cette soirée, je m'assois à côté d'une fille qui commence à un peu me prendre la tête. Tout ce que je pouvais lui dire de positif, elle retournait en négatif. Ah, il a fait beau aujourd'hui, non, c'était trop chaud, ça pue pareil quand il fait chaud, etc., etc. Et en fait, j'ai découvert après ce soirée qu'en fait, elle a déclaré son amour à mon ami, qui lui a dit bah non, je ne ressens pas la même chose. Et en fait, c'est une chanson qui lui dit bah écoute, c'est pas grave, passons à autre chose, restons avec nous, dansons avec nous. Et il y a une petite phrase qui est assez jolie que je trouve qui est restez avec nous, dansez avec nous, parlons, papotons ensemble. Il y a assez de tristesse dans cette file sans que tu traînes la tienne derrière toi comme un boulet, quoi. Et c'est plutôt une chanson pour monter le moral. C'est une chanson où il dit ah là mais c'est pas grave, vas-y ça va aller mieux. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Et l'autre très belle chanson, elle s'appelle Stranded. De quoi parlez-vous dans cette chanson? Stranded, c'est pas très joyeux comme chanson, alors qu'on pourrait avoir l'air. C'est une chanson un peu sur un couple qui se sont échoués, qui se sont un peu... qu'il n'y a pas de mouvement, ils ne savent pas comment faire. Ce sont ces moments dans un couple où on se dit, bah, est-ce que c'est fini, est-ce qu'on se quitte et c'est assez difficile, je trouve, à savoir précisément le moment où on part pas. Et donc, stranded en anglais, ça veut dire échoué. C'est comme un bateau au milieu de la mer où il y a un bateau voilé, où il n'y a pas de vent, quoi. Ça erre à droite, à gauche, mais en fait, ça n'a pas de sens. Donc, oui, c'est un peu là-dessus. There's nothing to make, as each day turns into the next. We lie to each other, the lies of secrets we'll keep. Stranded, tied and branded, stranded in the bay.
Savez-vous qui est Monsieur Osiris? Eh bien, en 1903, Osiris, alias Daniel Ifla, fait don à l'État du château de la Malmaison à Rueil. Et en 1906, il donne également sa collection personnelle d'œuvres d'art. Aujourd'hui, vous pouvez en admirer une partie. Jusqu'au 21 janvier prochain, le château de la Malmaison présente une exposition consacrée au dessin de la donation Osiris. C'est un reportage de Patricia Larcher-Reverdy et Kevin Comté de Rueil TV. De la collection d'Osiris, nous connaissions jusqu'à présent uniquement cette partie. Sculptures, peintures, meubles et objets d'art. Plus de 200 œuvres réunies dans le château de la Malmaison. Mais jusqu'au 21 janvier, vous pourrez découvrir une autre partie de la collection, les dessins et aquarelles. 47 œuvres inédites sont proposées pour cette exposition intitulée « Un semblant de bonheur ». C'est une toute petite collection, mais Osiris avait fait des choix très particuliers, très surprenants pour nous. Et en fait, c'est ce que nous avons voulu montrer, c'est-à-dire la collection telle qu'il l'avait réunie, avec tous ses choix esthétiques et historiques. Osiris a ainsi acquis des œuvres provenant de divers courants. Des écoles italiennes aux écoles du Nord, hollandaises et flamandes notamment. Toutes les époques sont également représentées. Osiris a rassemblé des dessins du XVIe au XIXe siècle, mais également investi dans des œuvres contemporaines comme ce tableau d'Alexandre Bida, intitulé « Le mur de Salomon ». C'est un personnage qui dépeignait notamment des scènes orientales, mais en noir et blanc. Ce qui paraît étonnant d'ailleurs quand on sait que tout le monde oriental avait fourni de la couleur à des gens comme Delacroix, par exemple. Eh bien, lui s'est tourné vers le noir et blanc. Peut-être d'ailleurs, à cette époque, on est au tournant du XIXe siècle, pour continuer cette petite querelle qu'il y a eu entre dessin et photographie. Parmi les 47 œuvres, Osiris en affectionnait particulièrement deux, le mur de Salomon ainsi que ce portrait de Marie-Antoinette. Tous deux, jadis accrochés dans la chambre du collectionneur, peuvent aujourd'hui être admirés au château de la Malmaison. Retour à Cergy avec une exposition photo qui ne vous laissera pas indifférent. Pierre-Antoine Pichard, photographe militant, vit à Cergy depuis 40 ans. Il considère la photographie comme la médecine de la conscience. Pour sa nouvelle expo, Poussière de vie, il a parcouru le monde à la rencontre de ses enfants et adolescents qui vivent le plus souvent dans la rue. Il expose au Carreau de Cergy en 90 clichés. Il nous propose son regard sur cette misère oubliée. C'est un sujet de Philippe Peymal. Ils sont jeunes, très jeunes. Enfants ou adolescents, ils vivent dans les rues aux quatre coins de la planète. Abandonnés ou exploités par le monde des adultes, ils survivent en mendiant, volant ou tuant pour certains. Au Vietnam, on les appelle poussières de vie. Un homme les a photographiés, il s'appelle Paul-Antoine Pichard. Il témoigne en 90 photos sur ces enfants que personne ne veut voir, comme Jefferson, jeune Philippin de 17 ans, en prison depuis l'âge de 9 ans. Ça, c'est une photo que j'ai prise aux Philippines, à Manille, dans la prison de Molavé pour mineurs. Je le vois, Jefferson, mettre ses deux mains comme ça sur la porte de la prison, et il a tatoué sur la main gauche « hate » et sur la main droite « rien ». Et je lui demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas « love » sur la main droite. Et il me regarde, il me dit « love, what's that ?» Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est un môme qui a 17 ans, qui est en prison depuis l'âge de 9 ans, qui est constamment rejeté par sa famille quand il sort, donc il se retrouve dans la rue, donc il refait des bêtises. Et le mot amour, c'est un mot qu'il ne connaît pas. Donc j'ai pris cette photo et pour moi, elle est très importante. Paul-Antoine est un artiste engagé. Tout petit, il prend des photos avec son Instamatic et rêve de scoop. Plus tard, comme ses idoles Capa, Cartier-Bresson ou Depardon, il intègre une agence de presse et fait ses premiers reportages photos. C'est en Bosnie, devant l'indifférence des populations envers les gitans, que lui vient l'idée d'un reportage sur les enfants des rues. Commence alors pour Paul-Antoine un impressionnant voyage. Alors cette photo aussi me tient à cœur parce qu'elle est pleine d'ambiguïté. On voit un gamin qui est derrière les barreaux, qui est jeune, qui sourit, qui rigole, qui a un pistolet en plastique vert fluo, un pistolet à eau dans la main, et il joue avec un jouet.
Alors qu'en fait, c'est des gamins qui se sont fait attraper dans la rue pour des braquages, pour des viols, pour peut-être même parfois des meurtres, et qui ont l'habitude d'utiliser des vraies armes. Et je me suis demandé comment est-ce qu'ils ont réussi à se procurer ce jouet, en fait. Et c'est tout simplement que le maton emmène son enfant tous les mercredis avec lui en prison, parce qu'il n'y a personne pour le garder. Donc le petit gamin vient, lui il n'a rien fait, mais il est en prison comme les autres, et il amène ses jouets. Donc il amène des pistolets en plastique, il amène des petits Batman, Spider-Man, des petites figurines en plastique. Son père lui installe même une petite télé où il passe des dessins animés de Mickey, et il y a tous les gamins qui sont accrochés au barreau à regarder ça. Donc voilà, cette photo je la trouve très pleine de métaphores, d'allégories, où il y a le sourire, il y a l'arme, c'est le jeu, et alors qu'en réalité c'est pour de vrai. Pour réaliser Poussière de vie, Paul-Antoine va parcourir le monde pendant 3 ans. De Manille à Katmandou, en passant par les Philippines ou le Cambodge, il photographie le quotidien de ses enfants perdus. Sans repère, sans attache, la plupart de ces enfants se droguent pour fuir leur vie de misère, en respirant des solvants qui leur détruisent les neurones ou en s'injectant de l'héroïne. Je me promène avec cet ado, et puis à un moment il se pose, il demande à sa copine un petit bout de miroir, il prend son miroir et il fait son shoot, il prépare son shoot, il prend le petit miroir, il se regarde la gorge et il se plante la seringue dans la carotide. Et il fait ça avec un naturel tout simple, et il se shoot, il commence à s'injecter la moitié de sa dose, et puis il arrête, il prend une cigarette, il l'allume, et la vie continue, et il est tranquille pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, avec sa shooteuse dans la gorge. Donc c'est une photo qui est très violente, qui est très forte, et en même temps qui est pleine de normalité. On fume une cigarette tout en ayant une dose d'héroïne dans la carotide, quoi. Donc cette photo est pour moi très violente, très forte, et elle représente aussi une des dramaturgies de la rue, c'est-à-dire la drogue, la toxicomanie. Je voudrais savoir comment est-ce qu'ils font leur marque là-bas sur le bras. Alors en fait, ça s'appelle des scarifications. Ils font ça avec des morceaux de verre, avec des couteaux, des lames de rasoir. Parce qu'en fait, ils prennent de la drogue qui s'appelle de l'héroïne, qui est quelque chose qui rend extrêmement accro, et ils y sont en manque. Et comme le manque, il m'expliquait que c'était une douleur diffuse dans tout le corps, insupportable, ils se brûlent avec des cigarettes, ils se coupent les veines, ils se font des blessures volontairement pour focaliser la douleur sur un point. Témoin d'une réalité, Paul-Antoine Pichard se définit comme un passeur d'idées. Ardent défenseur de la cause des enfants, il souhaite susciter des prises de conscience politiques. Certains États ont agi. La Mongolie a créé des orphelinats, des logements et des écoles pour accueillir tous les enfants de ces rues. Se battre pour une telle cause ne peut laisser indifférent. Pour se protéger psychologiquement, Paul-Antoine a dû trouver des moyens. On se protège en essayant de faire des actions positives, en essayant de monter des récoltes de fonds, créer des liens avec les ONG et les associations qui m'ont aidé sur place pour rendre l'appareil. On se protège en partageant son travail, en l'expliquant, en le racontant. C'est un peu comme un exorcisme, un exutoire. On se protège et puis en même temps on est très fragile, hein. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement humain, extrêmement émotif, je n'en sors pas indemne, mais c'est mon métier, je l'ai choisi. Ce n'est pas le cas des enfants des rues. Moi j'ai choisi, et si je vis des choses dures, c'est un choix. Et puis j'ai un passeport, une carte bleue et un billet d'avion retour. Son passeport, Paul-Antoine Pichard veut l'utiliser pour d'autres projets. Il souhaite photographier dans les pays fermés comme la Corée du Nord ou la Birmanie. Mais sa lutte pour les enfants des rues continue. Il anime des débats, va dans les écoles, travaille avec les ONG. Sa façon à lui de ne pas oublier ses poussières de vie. Cette édition du Grand Paris Culture s'achève. Les rédactions des télévisions locales et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, la suite des programmes sur Télif.